Le cours du pétrole en bourse teste un seuil technique décisif, le niveau des 65 $, ma cible technique proposée depuis de nombreux mois. La déflation énergétique, oui, la déflation énergétique va-t-elle se poursuivre ces prochains mois? Point complet dans la nouvelle édition du Fast and Forex. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nouvelle édition du Fast and Forex. Le prix du pétrole a atteint mon objectif de cours technique. Rappelez-vous, ce niveau des 65 $ que je défends âprement depuis le début de l'année, il a été rejoint, le marché rebondit dessus. C'est un seuil, il s'agit d'un seuil technique décisif sur le prix du pétrole brut américain, le baril texan, le brut US, le WTI. 65 $, le bord du gouffre technique, ce fut le niveau de décrochage à l'époque, en amont de la crise sanitaire Covid. Ce niveau ne cédera pas. En tout cas, pour qu'il cède, il faut des conditions globales macro bien précises. D'autre part, cessons de parler d'inflation. L'inflation nominale n'existe plus. Enfin, elle est revenue au monde d'avant. L'inflation énergétique, c'est du passé. Nous sommes en déflation énergétique. Je ne parle même plus de désinflation énergétique, mais de déflation énergétique. Le taux de croissance, le taux de variation sur un an, même depuis le début de l'été, depuis le début de l'année, ou sur 12 mois glissants, donc le taux de variation sur un an du prix de l'énergie est négatif. C'est donc bien une déflation. Alors reste à savoir si cela est dû ou pas à la récession. C'est un sujet que j'aborde dans le Top Gun et que je vous invite à reprendre. Mais bon, donc ici, nous allons parler bourse, pétrole. J'ai plein de choses à vous montrer. Déjà, comment expliquer que depuis le début de l'été, le prix du pétrole a perdu 20%? C'est très étrange, c'est quasiment inédit sur un plan statistique, performance du pétrole. En général, l'été est une période haussière pour le prix de l'or noir en bourse, du fait de la driving season en Occident et essentiellement la driving season aux États-Unis. Oui, les Américains aiment prendre leur voiture pour parcourir les autoroutes américaines d'est en ouest, du nord au sud. Parfois de travers comme ça. Bon. La prime de risque géopolitique. Oui. Je ne suis, vous me connaissez, pas du tout du côté des oiseaux de mauvais augure. Je ne suis pas du tout du côté de ceux qui annoncent la Troisième Guerre mondiale depuis 40 ans. Mais tout de même, la prime de risque géopolitique, prime, ce qu'on rajoute au prix du pétrole du fait de l'incertitude géopolitique et même du fait des affrontements concrets géopolitiques. Et je reste dans l'euphémisme. Pourrions parler de guerre aussi. Bon. Donc cet été, la driving season, la géopolitique, les réductions de production de l'OPEP, 26% de la production mondiale, qui se sont amplifiées au mois de juillet et au mois d'août. Donc, pour résumer, prime de risque géopolitique, la guerre, la driving season, les réductions de production de pétrole de l'OPEP. Tout ce cocktail devait faire s'envoler le prix du pétrole. Non seulement il ne s'est pas envolé, il a chuté, il a droppé. Il aurait pu rester plat, neutre. Non, il a chuté. Il y a donc des pressions à la baisse aussi fortes, même plus fortes cet été, que les pressions à la hausse. Comment expliquer cela? En tout cas, j'ai voulu faire cette vidéo à nouveau pour vous faire un topo à nouveau fondamental sur le prix du pétrole et surtout pour insister, ma cible technique a été faite. Je ne dis pas ça pour dire « oui, super, j'ai eu raison, 65 $, ça a été fait ». Après, vous me connaissez, quand j'ai tort, je le dis, quand j'ai raison, je le dis, mais c'est pas le sujet. C'est un niveau technique hyper important. Et si par exemple vous avez été short du prix du pétrole pour viser cette cible, prenez vos bénéfices. C'est un niveau de support qu'on ne peut pas enfoncer comme ça. Il est énorme ce niveau de support technique. S'il devait céder ces prochains mois, s'il devait céder pour une raison X, ça peut être effectivement l'augmentation de la probabilité d'une récession en Occident, ou des investisseurs institutionnels qui attaquent le marché. Je vais vous refaire un topo dans cette vidéo sur la façon dont les traders institutionnels se positionnent sur le pétrole et affrontent directement l'Arabie Saoudite. C'est un affrontement énorme.
D'un côté, l'Arabie Saoudite, qui fait tout pour faire remonter le prix du pétrole. Vous savez, pour les pays de l'OPEP, le prix du baril minimum acceptable, c'est 80 $. Donc là, bon, ça rebondit, parce que 65 $, c'est un rebond technique. Je vais vous réexpliquer, je vais vous montrer ça. Je commence par la partie technique. Mais l'Arabie Saoudite, elle veut du 90, du 100. Elle l'aura pas. Elle aurait souhaité l'avoir cet été, elle l'a pas eu. Et vous savez qu'en plus, les pays de l'OPEP sont censés, à partir de la fin d'année, réouvrir le robinet. Ben ça, ils vont pas le faire. Ils vont reporter ça dans le temps. Parce que s'ils font ça, on va à 50 $. Allez les amis, donc je vous fais un point complet sur ce sujet. J'espère que ça vous plaît toujours le pétrole. De temps en temps, je le fais. Je sais pas si vous le tradez ou pas. Hein. L'idée, c'est pas ici de... Voilà, mais bon, que vous le tradiez ou pas, c'est un marché qui influence toutes les classes actives et qui est au cœur du sujet de la désinflation. Et donc effectivement, si les taux d'inflation nominaux ont chuté récemment, c'est en grande partie grâce à la déflation énergétique. Donc ne parlons plus d'inflation énergétique. Alors, je parle du pétrole, d'accord? C'est aussi vrai pour le gaz naturel. Ce n'est pas vrai pour l'électricité. Même si nous sommes en désinflation pour l'électricité, nous ne sommes pas en déflation pour le prix de l'électricité. Hein. Bon, ça serait, on l'aurait tous repéré. Alors, la déflation énergétique se poursuit avec un prix du pétrole qui est donc en... Voilà. Avec un prix du pétrole qui est donc en chute depuis le début de l'été. Il perd 5% depuis le début de l'année, 20% depuis le début de l'année. 4 parties à cette vidéo. Le prix du pétrole teste un seuil technique décisif à 65 $. Je vais commencer par ça, pour vous rappeler, non pas donc pour vous dire que j'ai eu raison, mais simplement pour vous réexpliquer que c'est un seuil qui va forcément créer un rebond pour le prix du pétrole, parce qu'il a une dimension long terme très importante. Deuxième partie, la déflation énergétique va-t-elle se poursuivre? Troisième partie, offre-demande, le rapport de force actuel. Donc là, nous allons fondamentalement nous projeter sur les perspectives d'évolution du prix du pétrole jusqu'à la fin d'année. Et enfin, pétrole en bourse, que font les traders institutionnels? Et nous connaissons la lutte acharnée entre les traders institutionnels, essentiellement sur les bourses de commodities occidentales, et les pays producteurs de l'OPEP menés par l'Arabie Saoudite. Ces gens-là se détestent, car très souvent, eh bien, les investisseurs institutionnels short. Alors, le prix du pétrole teste un seuil technique décisif à 65 $. Le prix du pétrole a perdu plus de 20% depuis le début de l'été. Une chute du prix de l'or noir très rare en période estivale, du fait de la driving season qui a tendance à soutenir le marché à la hausse. À cela s'ajoute la prime de risque géopolitique qui agit à plein régime et qui aurait dû être un facteur de soutien au prix du pétrole, sans oublier les réductions de production des pays membres de l'OPEP, 26% de la production mondiale de pétrole. Alors je vous rappelle, ici je vais parler en pourcentage, mais grosso merdo, la production de pétrole c'est 100 millions de barils jour, l'OPEP est à 26 millions de barils jour. Bon voilà, donc on peut faire la traduction en millions de barils jour et en pourcentage. Malgré ces facteurs fondamentaux très haussiers, je vous montre ici donc la performance annuelle d'une sélection de matières premières, alors que l'argent et l'or gagnent respectivement 30% et 25% depuis le début de l'année. Je suis ici sur TradingView, j'ai cliqué sur Year to Date, et ici vous choisissez la représentation graphique en pourcentage pour avoir ce classement. L'or noir ferme la marche. D'ailleurs, le gaz naturel est encore en petite hausse. Le pétrole Brent, UK Oil et le pétrole brut US Oil sont en baisse de 4% depuis le début de l'année. Et depuis le début de l'été, l'été a commencé ici, la baisse elle est de 20%. Alors voilà, le niveau dont je vous parle, hein, les 65 $, 65,5 $, c'était la cible que je vous proposais de longue date. Et cette cible est très importante, et je vais commencer par la partie technique, parce qu'il s'agit, regardez ici, janvier 2020, lorsque les cas commençaient à exploser en Chine, les cas Covid, avant qu'à partir de février-mars, l'Occident et le monde entier subissent la crise sanitaire, ce niveau des 65 $ fut le sommet du marché avant la crise sanitaire, la récession de la crise sanitaire, et ensuite la politique monétaire des taux zéro, les vaccins, etc., la fin de la crise sanitaire, ont permis en 2021 de reprendre ce niveau, et l'on constate son rôle pivot de très long terme. Un niveau qui avait déjà été testé ici au printemps 2023, il y avait eu un rebond, je visais un retour sur ce prix, la cible a été atteinte. C'est un niveau en dessous duquel le marché peut passer en cas de récession économique ou en cas de distorsion énorme dans le rapport entre l'offre et la demande. Typiquement,
je vais un peu plus loin directement, je prends d'avance, mais qu'est-ce qui peut mener à la cassure des 65 $? Ce fut le niveau de la récession Covid. 2 explications. 1, l'Occident entre en récession. 2, pas de récession en Occident, mais une explosion de l'offre de pétrole. Vous savez que la production de pétrole américaine, là, ils sont sur un record historique. La production de pétrole d'Amérique latine, du Canada, des États-Unis inonde le marché. Donc, les pays de l'OPEP, eux, ils ont des réductions de production, des quotas. Ils baissent leur production pour soutenir le marché à la hausse. Plus c'est rare, plus le prix monte. Les États-Unis produisent autant que l'OPEP. États-Unis plus Canada, c'est même plus que l'OPEP. États-Unis plus Canada, c'est 28 millions de barils jour. L'OPEP, c'est 26 millions de barils jour. Donc, et là, vous savez, l'OPEP, ça fait 3 ans qu'ils ont des OPEC cuts, des réductions de production, sauf que moins de production, ça leur fait moins de rentrée financière, et certains pays de l'OPEP sont en train de craquer, certains n'attendent que de réouvrir le robinet pour faire plus de volume, mais voilà, le problème, c'est que s'ils rouvrent le robinet trop tôt, alors que le Canada, les États-Unis et l'Amérique latine produisent à mort, tout ce beau monde va se mettre à produire à fond, alors que l'Occident voit sa consommation ralentir et que les importations chinoises sont en berne, beaucoup plus d'offres, moins de demandes, le prix pourrait casser le support des 65 $. Sans même récession en Occident. C'est pourquoi, vous savez, l'OPEP à la base avait prévu de réouvrir le robinet à partir du 4e trimestre 2024. Petite chose, petite lumière là me dit dans ma tête, qu'ils vont pas le faire. Ou en tout cas qu'ils vont reporter ça à 2025, peut-être à un moment où les baisses de taux d'intérêt en Occident vont rebooster la demande, et peut-être à un moment où le soutien monétaire et budgétaire de la Chine va rebooster les importations chinoises. Je vous rappelle que la Chine est le premier importateur mondial de pétrole. D'ailleurs, il faut que je vous montre plein d'illustrations sur ça, donc c'est parti. Alors, oui, donc revenons à nos moutons. Alors oui, donc malgré ces facteurs fondamentaux, voilà, je vais trop vite. Malgré ces facteurs fondamentaux très haussiers, le prix du pétrole a chuté en bourse. Donc moins 5 depuis le début de l'année, moins 20 depuis le début de l'été, et nous sommes partout en déflation énergétique. Sauf, bon, pas l'électricité, hein, je parle ici du prix du pétrole. Commençons donc par l'analyse technique du prix du pétrole. Alors, ça je vous l'ai montré, c'est donc ce que j'appelle le bord du gouffre technique. Vous avez conscience que basculer sous les 65 remettrait donc le marché en risque de baisse, comme ce fut ici, car ici c'était une petite récession, là ce fut la vraie récession de la crise sanitaire, donc c'est vraiment un niveau très important. Alors moi je suis assez content parce que j'avais de longue date en fait cette structure héliotiste que je vous proposais, mais d'abord laissez-moi commencer par l'horizon de temps hebdomadaire. Là on voit bien le rôle pivot des 65 $, donc attention ce niveau, d'ailleurs le rebond a déjà commencé, sans surprise, l'analyse technique c'est hyper précis, regardez comme on est venu faire une touchette. On est venu faire une touchette sur le support et ensuite sommes entrés en rebond. Voilà, même ceux qui doutent de l'analyse technique, les gros niveaux techniques produisent toujours des effets. Et donc, en données mensuelles, il y a eu un pré-signal. Regardez, nous sommes entrés dans le nuage avec en Ishimoku mensuel. En fait, il n'y a plus rien avant 45 $. Je ne dis pas qu'on y va. Hein. Pour aller à 45 $, il faut casser 65. Pour casser 65, il faut une raison fondamentale. Je vous ai dit, soit l'explosion de l'offre, c'est-à-dire sachant que les États-Unis produisent déjà au max et l'Amérique latine plus le Canada, si l'OPEP rouvre le robinet, ils ne vont pas faire ça parce que là, ils ne peuvent pas accepter un prix comme ça. Vous savez, les pays membres de l'OPEP, eux, c'est simple, ils le disent, tout est public, ils communiquent. Le prix minimum acceptable pour eux, c'est 80 $. Voilà. Eux, c'est 80 $. C'était en fait ce trading range. Ils font, je parle ça, je fais une traduction, mais eux, c'est 80 $ parce que voilà, c'est par rapport à leurs coûts, leur politique. Ils essaient de se diversifier du pétrole à long terme, notamment l'Arabie Saoudite, qui a des gros programmes d'investissement et donc ils ont besoin d'entrée de cash. L'Arabie Saoudite, nous savons qu'elle a besoin d'un 90 $, 100 $ par baril pour vraiment pouvoir financer tous ces programmes d'investissement en dehors du secteur pétrolier. Donc nous étions en fait dans cette phase triangulaire de range qui correspondait finalement au prix minimum acceptable. Nous sommes sortis par le bas, mais attention, même si moi, ça fait des mois et des mois, voire des années même, parce qu'on remonte à 2022, que je vous propose la structure en A, B, C, après les 5 temps de hausse, 1, 2, 3, 4, 5 en héliotiste, on a une A, B, C, ça, je pense que ça peut être atteint courant 2025. Ce niveau des 65 $ est un niveau de récession, ce fut la récession de la crise, on ne peut pas le casser comme ça. Donc voilà, ayez conscience que nous sommes sur un niveau qui peut créer un rebond technique, au moins retest ici la pattern, au moins retest le triangle, voire peut-être même remonter à 80. Par contre voilà, bon, si on casse ce niveau, je pense que c'est un niveau qui peut céder l'année prochaine. Et si on le casse maintenant,
ça peut. Ça serait même en fait un stress pour le marché parce que ce serait le signal qu'il y aurait un anguille sous roche, un vrai problème de consommation. Et là, ce serait un indicateur de récession. Donc en lien avec le marché action, si vous êtes plutôt bullish sur le marché action, il ne faut pas souhaiter que ce support cède. Alors me direz-vous, oui, mais si le pétrole baisse, c'est bien pour l'inflation. Mais nous sommes déjà en déflation énergétique. Donc c'est bon, le job a été fait. Nous sommes déjà en déflation énergétique. La déflation énergétique permet une poursuite de la désinflation nominale. Je vais vous montrer ça donc ici à travers les différentes composantes. Vous avez ici donc le taux d'inflation nominale aux États-Unis selon le CPI qui est tombé à 2,5. Regardons les différentes composantes. En grande partie, il est tombé donc à 2,5. En grande partie grâce au poids de l'énergie. Vous avez donc ici, je vous remontre, ici vous avez dans le poids donc de l'énergie dans le CPI, c'est 15%, puisqu'en fait le poids de l'énergie est intégré à la catégorie transport, dans lequel on a donc le prix de l'énergie et le prix des nouveaux véhicules. Le prix de l'énergie et le prix des nouveaux véhicules. Si vous regardez les composantes, par exemple, le taux d'inflation de l'énergie est à -4. Donc nous sommes bien en déflation énergétique. Si vous prenez le taux d'inflation du gasoil, nous sommes à -10. Donc nous sommes bien en déflation. Si vous prenez le taux pour le gaz naturel, 0. À -0,1. -0,1. Bon, si vous regardez dans Trueflation, la catégorie transport dans laquelle vous avez l'énergie, le taux d'inflation essence, gasoil, huile de moteur, etc., c'est -14. Donc, -14%, c'est bien de la déflation. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que la baisse du prix de l'énergie permet la désinflation nominale, mais qu'il n'est pas souhaitable que le prix du pétrole aille vraiment plus bas, parce que nous sommes déjà, en fait, en déflation énergétique, et aller encore plus loin dans la déflation énergétique serait très mauvais signe pour la santé économique mondiale. Serait très mauvais signe pour la santé économique mondiale. Offre et demande, alors pourquoi les facteurs haussiers ont été neutralisés cet été? C'est vrai que les facteurs haussiers devaient jouer à plein régime, la prime de risque géopolitique, facteurs de tendance haussière, Proche-Orient, Ukraine, conflit en Afrique, Taïwan, avec des zones de guerre ou de risques géopolitiques, de tensions, la mer de Chine méridionale qui représente 30% de l'offre mondiale de pétrole, les coupes de production des 12 pays membres de l'OPEP, qui représentent 26% de l'offre mondiale, et 41% si on associe la Russie à l'OPEP, et qui ont été reconduites jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024, et la driving season en Occident. Tout ça aurait dû mener le pétrole plus haut. Et pourtant, le prix du pétrole, comme nous l'avons vu, n'a fait que baisser depuis le début de l'été, voilà, ici, 20 juin, et voilà, septembre. Donc il y a eu quand même une baisse significative, ici, de 20%. Donc on voit que tous ces facteurs haussiers n'ont pas agi. Alors ils n'ont pas agi parce qu'à côté de ça, vous avez des facteurs baissiers qui ont été sous-estimés. En particulier, le record de production du Canada et des États-Unis. Le record de production du Canada et des États-Unis, Canada qui produisent en 2024 27 millions de barils jour. C'est une hausse de 2,75% entre 2024 et 2025. Et en 2025, selon ce rapport, qui est en plus le rapport de l'OPEP, le dernier rapport mensuel de l'OPEP, la production américaine et canadienne devrait encore augmenter de 2% pour atteindre 28 millions de barils jour. Donc Canada et États-Unis dépassant l'addition des 12 pays membres de l'OPEP. Vous avez aussi l'Amérique latine qui atteint 7 millions de barils jour avec une production en hausse de 5%. Et pareil, en 2025, l'Amérique latine, sa production est attendue en hausse de 3,60%. Donc vous avez en fait des robinets complètement ouverts en Amérique du Nord et en Amérique du Sud qui viennent contrebalancer les production cuts de l'OPEP plus la Russie, et à cela s'ajoutent les difficultés sur la demande en Occident et en Chine, les importations chinoises qui sont à 0 en taux de variation annuel, et la Chine qui ne parvient pas à relancer sa consommation des ménages, qui reste à un taux de variation de 2% chaque mois, c'est rien, je veux dire, dans le monde d'avant, la consommation chinoise, c'était le taux de croissance des ventes au détail, c'était 10% chaque mois. Là, elle n'y arrive pas, la Chine, ça reste collé à 2. Donc il y a un vrai sujet sur la Chine, qui est le premier importateur mondial de pétrole. Et puis lorsque vous regardez encore les données de l'OPEP sur, cette fois-ci, la demande de pétrole, prenez par exemple l'Europe.
l'Europe, eh bien, le taux de variation de la demande entre 2024 et 2023 est négatif. Et aux États-Unis, il est à 0. Et pour 2025, c'est plus ou moins 0 qui est envisagé pour la croissance de la demande états-unienne et européenne de pétrole. Et ça, ce sont les données de l'OPEP. Donc, en réalité, si le prix du pétrole ne s'est pas envolé du fait de ces facteurs qui auraient dû le propulser plus haut, c'est naturellement parce qu'il y a un souci sur la demande, mais aussi parce que d'autres pays qui pèsent davantage que l'OPEP produisent à fond. Et les États-Unis n'ont pas fini de produire à fond. L'an prochain, ils sont attendus encore sur un nouveau record de production. Et enfin, pétrole en bourse, que font les traders institutionnels? Ça, c'est un autre aspect des choses qui a beaucoup joué. Et vous savez qu'il y a une guerre vraiment ouverte entre, d'une part, l'Arabie Saoudite et souvent vous avez des communications du ministre de l'énergie d'Arabie Saoudite qui s'en prend directement aux traders institutionnels en disant faites attention, ne shortez pas trop, nous pouvons couper la production à tout moment, sauf que là ils arrivent à un moment où on parle davantage de perspectives de réouverture du robinet de la production de l'OPEP. Vous avez ici, donc je suis sur le rapport Commitment of Traders de la bourse de Chicago Mercantile Exchange, et ici je suis donc sur le contrat futur américain WTI, et le comportement des asset managers, manage money, les traders institutionnels. Et effectivement, cet été, il y a eu une chute de la position nette et elle n'est pas encore revenue sur son support. Donc nous avons des traders institutionnels qui ont appuyé sur la tête du prix du pétrole, les traders institutionnels qui ont envoyé des capitaux pour faire baisser le prix du pétrole. Par contre, effectivement, même s'ils ont envoyé des capitaux short, avec donc une position nette, alors qui est certes encore positive, hein, mais qui a reculé, eh bien, cela n'a pas été suffisant pour faire casser ce support qui ne peut pas céder sans une raison globale macro. Ce que je veux dire par là, c'est que regardez le comportement des institutionnels. En fait, la position nette évolue dans un range. Régulièrement, elle rebondit ici et elle échoue ici. Elle va à nouveau rebondir ici. Donc, ayez conscience d'une chose, c'est que si la position nette institutionnelle a vraiment pris la direction du sud et qu'il y a eu une augmentation des positions short, les traders institutionnels n'ont pas la force suffisante pour faire sauter ce niveau. Il faudrait pour ça des vraies raisons globales macro, des vraies raisons soit du côté de l'offre, soit du côté de la demande, et c'est ce que je viens de vous décrire, pour que ce niveau donc cède. Voilà, chers amis, voilà, c'était le topo que je voulais vous faire sur le prix du pétrole. Donc effectivement, la déflation énergétique est une réalité et elle va aider à la poursuite de la désinflation nominale. Et quant au prix du pétrole, ce niveau des 65 $, c'est un gros niveau technique, ce fut ma cible, un rebond sur ce niveau. Je ne pense pas qu'il puisse céder comme ça, ou il faudrait vraiment une news fondamentale. Si c'est le cas, je retraite le sujet dans le Fast and Forex. Mais dites-vous bien que voilà, ce sont quand même deux grosses bornes, 65 $ et 80 $, qu'on peut rester enfermé à l'intérieur encore un certain temps. Merci à tous.